Bienvenue, mesdames, messieurs, à votre émission 100% Bénin. Des ennuis permanents avec l'État béninois, c'est le lot quotidien de l'opérateur économique Sébastien Adjavon, désormais en politique. Le prix à payer pour son nouveau statut, la question, ils sont nombreux à se la poser. En tout cas, fier d'avoir joué un rôle de premier plan pour l'élection de son allié d'entre-deux tours de la présidentielle de 2016, Patrice Talon, actuel locataire de la Marina, sa joie n'aura été que de très courte durée. Depuis la rocambolesque affaire de 18 kg de cocaïne pure, restée jusque-là non élucidée, plus rien ne va entre les deux hommes. L'ambiance est des plus glaciales. Au niveau de la plupart des entreprises liées aux faiseurs de rois, c'est une véritable épreuve de nerfs. Les difficultés ne se comptent plus du bout des doigts. On citera, entre autres, le dossier de redressement fiscal survenu en août 2017. Les services des impôts réclament la coquette somme de 167 milliards de francs CFA aux entreprises comme ONESA, SCI, l'Élite et JLR SA. Il leur est reproché le maquillage de comptes. Le 26 janvier dernier, le dit redressement aurait été confirmé, un peu plus de 155 milliards de francs CFA, pour, dit-on, non-engagement d'une procédure précontentieuse dans un délai de 30 jours, et ce, conformément au Code général des impôts en vigueur. À Chifo, rétorque-t-on du côté des sociétés mises en cause avec à l'appui la preuve des décharges après dépôt des observations faites et manquements relevés. Confirmation de redressement fiscal à CADIAF commande de l'acharnement ou un dossier purement technique. La question, mesdames, messieurs, s'invite au menu de votre émission du jour. Pour l'instant débat, nous recevons pour vous un analyste économique, un analyste politique. Je retrouve Kazmi Pédior, journaliste. Il est le directeur de publication de Nouvelle Économie. Kazmi Pédior, bonjour. Bonjour Joël Yetanji, bonjour chers téléspectateurs. En face de vous, Constantin Amoussou. Il n'est plus à présenter, il est analyste politique. Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour Joël Yetanji. Merci pour la disponibilité. Redressement fiscal, le dossier fait une fois encore parler de lui. Pas média interposé, les arguments s'enchaînent allant dans tous les sens possibles. La Direction générale des impôts accuse les sociétés incriminées se défendent devant ce spectacle. Kazmi Pédior, qu'est-ce que l'analyste économique retient de fondamental? Merci Joël. L'analyse économique que je suis retient fondamentalement deux choses, sinon trois. La première chose, c'est que nous sommes dans un pays, le Bénin, où nous avons des tests. Nous avons des tests de loi et qui sont respectés et qui ne sont pas respectés. Vous allez comprendre au cours du développement pourquoi je dis les tests de loi ne sont pas respectés ou parfois sont respectés. Nous sommes également dans un pays où parfois la politique ou le politique, selon l'endroit où vous vous situez, s'y mixe dans les affaires. Deuxième constat. Et troisième constat, nous sommes dans un pays où on n'a pas de respect pour l'opérateur économique, pour le citoyen lambda, qui est un contributeur à son niveau. Il est un contributeur de l'État. On n'a pas de respect pour son apport donc à la fiscalité, au bien-être de l'État. Parce que quand vous prenez dans les grands pays, dans les grandes démocraties, telles que les États-Unis, un individu lambda qui travaille et qui paie régulièrement ses impôts est respecté par toutes les structures étatiques. Je vous donnerai juste un exemple. Lorsque l'ambassade des États-Unis ici au Bénin devrait construire son siège qui est ici à Cotonou, tous les emplois autour du chantier, tous les emplois béninois, je précise, autour du chantier ont été préservés durant la construction donc, de cette ambassade. Et lorsque nous nous sommes rapprochés donc, de l'équipe technique, ils nous ont dit, cet individu que vous voyez là travaille. Non seulement il aide l'État à régler le problème du chômage, mais il apporte en plus sa portion modeste à la fiscalité. Et par conséquent, si vous détruisez, si vous cassez sa boutique, c'est que forcément, il ne pourra plus travailler pour apporter. Or, c'est grâce à lui qu'on est en train de construire. La leçon qui se dégage, c'est que tout individu qui travaille aux États-Unis
ou partout ailleurs où le système des États-Unis est installé, est respecté pour ce qu'il fait et pour ce qu'il compte. La seule chose que les États-Unis n'admettent pas, c'est les activités illicites. Alors, pourquoi on ne peut pas transposer ce modèle chez nous? Donc, voilà les trois constats qui me sautent. Le sujet vous inspire, Constantin Amoussou. Beaucoup de bruit autour du redressement fiscal sous sa nouvelle forme, celle de confirmation de 155 milliards de francs CFA. C'est le montant qui est agité depuis quelques jours. Et comme je l'ai mentionné, de part et d'autre, on assiste à des commentaires qui se croisent, se défont et s'entrechaînent. Constantin Amoussou, que vous inspire la nouvelle polémique autour de ce dossier? Merci. Je veux commencer par rappeler que par principe, je suis attaché à l'idée que chaque citoyen doit être porté par le civisme fiscal, qu'en conséquence, chacun devrait pouvoir payer ses impôts. C'est un principe. Et c'est d'autant plus important que, pour reprendre une formule de Gaston Diès que j'aime à rappeler à juste titre, l'état des charges, il faut les couvrir. Les impôts s'imposent donc dans chaque contexte économique, dans tous les pays, parce que l'État, qui n'est pas une entité qui se mouvrait par soi-même, a besoin de la contribution des citoyens que nous sommes pour s'ériger, pour se construire. C'est pourquoi les citoyens paient les impôts. Mais c'est aussi pour la même raison que l'État a l'obligation de se montrer respectueux du citoyen, du contribuable, du citoyen qui, à travers les entreprises, travaillent pour construire le pays, pour apporter des ressources, pour créer de l'emploi. Ce que je retiens, c'est qu'il est fait un redressement d'une rare hauteur, un redressement vertigineux à celui qui, durant de longues années, a été présenté tant par les services du fisc que par le cordon douanier comme le plus grand contributeur à l'économie de notre pays. Il reste pour faire des simulations que, dans un récent rapport, nous avions lu que la deuxième fortune du Bénin serait M. Sébastien Adjavon, mais qu'avant lui, il y avait et il y aurait M. Patrice Talon, actuel chef de l'État. Mais à cette date-ci, toutes les statistiques que j'ai vues publiées, parmi les entreprises qui ont contribué le plus à la fiscalité dans notre pays, jamais une entreprise de Patrice Talon n'a figuré parmi les 50. Jamais parmi les 50 premières. Alors, comment se fait-il que la première fortune du pays n'ait jamais figuré parmi les 50 contributeurs et que, alors même qu'aujourd'hui, nous avons des raisons de penser que les entreprises du chef d'État se portent très bien, que ce à quoi nous assistons, c'est plutôt de l'exonération en ce qui les concerne, dans le temps même où les entreprises de son principal challenger perçu comme tel, M. Sébastien Adjavon serait en train de subir des redressements fiscaux. On n'est donc plus dans l'expression du civisme fiscal, on est rentré dans l'expression de l'oppression. De l'oppression fiscale. Il y a enfin, on peut expérimenter. Dans la confirmation du redressement fiscal annoncé, il y a un élément que la Direction générale des impôts a brandi. Il y a un délai de 30 jours qui, réglementairement, est donné à tout contribuable, tout opérateur économique pour réagir au cas où il estime que les faits à lui reprocher ne sont pas exacts. Donc, pour des observations éventuelles, les 30 jours annoncés n'auraient pas été respectés. C'est vrai, on est surpris d'apprendre par les médias, avec documents à l'appui, que oui, les délais ont été respectés, ce qui, du coup, crée un imbroglio. Avant de revenir au contexte même, qu'on va apprécier tout à l'heure, Constantin Amoussou. Mais comment cela s'explique? Parce que pour le contribuable et le citoyen lambda, surtout, ça crée plutôt un flou artistique qui ne dit pas son nom. On est à la limite perdu. Bien sûr, on est perdu. On ne sait plus qui dit la vérité dans le pays parce qu'on est jusqu'à aller redouter de la signature des institutions en la matière. Je veux parler du constat d'huissier. Lorsque vous avez un document dûment signé par un huissier, lorsque vous avez un document envoyé à l'administration publique par constat d'huissier, c'est quand même une preuve assez suffisante. C'est une preuve
qui ne saurait être donc réfuté du jour au lendemain. Mais on constate avec beaucoup de dédain que malgré ces documents fournis par le camp d'en face, c'est-à-dire les sociétés Kadiaf, Common, TLA et autres et consorts, malgré donc la fourniture donc de ces preuves, de leur bonne foi, de la rapidité avec laquelle cette société s'est donc empressée pour déposer les documents prouvant leur innocence, leur bonne foi, malgré cela, l'administration fiscale, la commission mise sur pied est dirigée de main de maître par l'Agentier national, parce qu'il faut le préciser, c'est une commission qui a statué, une commission qui est ayant à sa tête l'Agentier national, le ministre donc, de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Et donc, malgré tout ça, l'administration fiscale, par le biais donc, de cette commission, nous sort d'autres allégations comme quoi le délai de 30 jours n'a pas été respecté. Mais ici, la différence, c'est que l'État se comporte comme un voyou, comme un État très peu crédible, très peu sérieux. Comment ça et où? Parce qu'ils ont affirmé que le délai n'a pas été respecté. Mais ils n'ont jamais fourni les preuves de ce que le délai n'a pas été respecté. Or, le camp d'en face, c'est-à-dire les sociétés Kadiaf, Common, SA et GLR et autres, ont sorti les documents qui prouvent qu'ils ont déposé à temps un document signé de main de maître par donc l'huissier commis pour la tâche. Et donc, moi, en tant que simple citoyen, en tant que Béninois lambda, en tant que citoyen du monde de façon plus globale, je fais foi donc à ce document envoyé qu'à une déclaration de ministre, parce que ça reste une déclaration. Et devant les juridictions, à moins que Constantin me dise le contraire, devant les juridictions compétentes, une déclaration d'un ministre ne fait pas acte juridique, n'a pas foi. Et donc, il faut sortir ici. Le gouvernement va devoir nous sortir les preuves de ce que les sociétés Kadiaf Common n'ont pas respecté le délai. Quand est-ce qu'ils ont reçu, donc, quand est-ce que le document adressé a été réceptionné? Qu'ils nous sortent donc l'acte administratif par lequel, donc, ils prouvent que les sociétés à Diavon n'ont donc pas véritablement respecté le délai de 30 jours. Mais vous savez, c'est de la digression. Le délai de 30 jours, c'est de la digression. Le non-respect donc du délai de 30 jours, c'est de la digression parce que le verre reste encore dans le fruit. Là encore, est-ce qu'on ne va pas trop vite en besoin? Pourquoi ne se demande pas Constantin Moussou qui a pu faire main basse sur ce document à tel point que le directeur de la Direction générale des impôts n'a pas pu accuser lui-même directement réception du dit document. Pourquoi ne l'œille-t-on pas de ce côté-là? On dit en règle générale que l'administration, c'est une continuité. Elle est une continuité dans le temps, c'est-à-dire une continuité chronologique, mais elle est aussi une continuité verticale. Elle est une continuité horizontale. C'est-à-dire que lorsqu'un agent de l'administration, n'importe laquelle, qui a responsabilité, qui a disons, l'autorité administrative pour réceptionner un document, le réceptionne, le décharge. On n'a pas de raison de penser que le ministre ou le directeur général en personne l'aurait vu ou ne l'aurait pas vu. Il est présumé l'avoir vu parce que il fait partie de la chaîne administrative. Il a la continuité horizontale, la continuité verticale de l'administration. En tout état de cause, il n'y a pas de raison de penser qu'il y a eu, mais surtout que tous les éléments existent et concourent à penser que non seulement les sociétés de M. Adiavon Sébastien ont réagi, mais plus encore ont réagi dans le timing qu'il faut. Mais il faut regarder les faits. Et si l'on est porté à soupçonner l'État, à soupçonner, disons, le clan au pouvoir, c'est parce qu'il y a un certain nombre de faits, de circonstances qui concourent. Ces faits? Les premiers, c'est que tout cela a commencé par la fameuse affaire de découverte de cocaïne pure dans les
Vous n'allez pas faire de lien avec s'il vous plaît, c'est une série. C'est une série parce que si vous voyez depuis la fameuse affaire de découverte de cocaïne pure dans le conteneur de Sébastien Adjavon, une série de mesures ont été prises de rétorsion contre lui. D'autant surtout que chacun a pu voir les entreprises ces entreprises se sont vues, notamment celles qui opèrent sur la plateforme portuaire, se sont vues pour certaines retirer l'autorisation, leur agrément. Ensuite, on a vu les redressements en jeu. Après, on a vu Sika TV qui s'est trouvé mis sous verrou par le biais de la RAC. Ensuite, on a vu la même chaîne Sika TV qui a fait l'objet de retrait de Bouquet Canal. Puis on a vu Soleil FM qui, elle aussi, a souffert, mais qui, au-delà de cela, aujourd'hui, est brouillée. Puis nous avons vu tout cela arriver dans le même temps, un peu comme par coïncidence, mais curieuse coïncidence. On est obligé d'examiner, de sous-humer ces faits et de regarder dans ce contexte, comme si M. Sébastien Adjavon était devenu le seul opérateur économique de notre pays, de regarder aussi et d'observer qu'en dehors de Sébastien Adjavon, les personnes qui semblent être dans le viseur du pouvoir et qui subissent à peu près les mêmes tracasseries, ce sont justement des opérateurs économiques qui ont exprimé une sorte d'opposition au pouvoir, au régime de Patrice Talon. Cela veut dire que l'esprit dans lequel cela se fait, c'est l'esprit très clairement de détruire tous les opérateurs économiques qui ne sont pas favorables au chef de l'État et d'estimer que ce faisant, on aura détruit. Non, mais d'assainissement ou des finances publiques. Écoutez, mon cher Amen, il faut appeler un chat un chat. L'assainissement serait un processus qui consisterait à rendre sain l'environnement économique, l'environnement fiscal de notre pays. Ce ne serait pas une procédure ciblée, ce ne serait pas des mesures qui tout le temps viseraient les mêmes personnes et par ailleurs des personnes qui sont perçues comme étant en situation, de désaccord politique avec le pouvoir. Aujourd'hui, vous savez, il n'y a pire aveu que celui qui ne veut pas voir. Nous devons décider de regarder les choses en face, de regarder la vérité en face. La vérité en face, c'est que M. Issa Salifou Saleh, dont chacun sait quels sont les rapports aujourd'hui avec le chef de l'État, subit lui-même les mêmes persécutions sur le plan fiscal, les mêmes persécutions par rapport à ces entreprises, que Martin Rodriguez, qui a même cru en la sincérité du chef de l'État, en arrivant à Cotonou, en se faisant recevoir par lui, en se faisant monter à la télévision avec un large sourire au coin de l'air, a vu bien plus tard comment on a pu racheter ces entreprises après avoir déjà retiré, sous le prétexte qu'on le remettait dans le patrimoine de l'État, son hôtel. Donc, qu'en règle générale, le gouvernement et son chef fonctionnent comme un groupe de prédateurs qui prennent d'assaut tout ce qui importe dans le pays, qui ont d'abord pris d'assaut les secteurs vitaux de l'État, de notre pays, le port, le transport, tous les secteurs de l'économie dans notre pays, l'aéroport, tous les secteurs sociaux de notre pays sont détruits parce qu'on a vu déguerpir de façon sauvage, sans aucune mesure d'accompagnement des personnes qu'on supposait être installées de façon illégale, a-t-on dit, mais sans prévoir et sans avoir pu prévoir n'importe quelle mesure d'accompagnement, alors même qu'avant d'avoir pris le pouvoir, l'on savait que le Bénin est un État essentiellement basé sur l'économie informelle, que ces personnes ont bénéficié de soutien financier à travers le système financier décentralisé, avec l'appui de microcrédits aux plus pauvres, que lorsqu'on a détruit ça, on a détruit tout à la fois la population à la base, qu'on a pris des mesures maintenant dans la loi de finances qui ont consisté à détruire toute possibilité pour de micro-entreprises de faire leur expérience, parce qu'on a multiplié par 3 le seuil minimal d'imposition dans le pays, notamment pour ce qui est l'impôt sur le revenu. Alors ce que l'on fait donc, dans tout cela, c'est détruire le pays en croyant vouloir détruire un homme, en croyant vouloir concentrer entre ses mains seulement le pouvoir économique et le pouvoir politique. Toutes ces mesures aujourd'hui en place soient visées quand même contre une seule personne. Le chef de l'État a annoncé quand même la voie à suivre pour le mieux-être collectif. Il y a des sacrifices à faire et pour tout ceci, les résumés, il n'y aurait pas eu d'omelette possible si on n'en arrive pas à casser les œufs. Il y en aura qui paieront le prix fort. Ne sommes-nous pas dans ce contexte simplement, Constantin Moussou, si on veut être très réaliste? Je vous retournerai la question, je vous dirais, quelle est la quantité d'œufs qu'il faut casser pour quelle omelette, mais asservie à qui?
C'est de ça qu'il s'agit, la question sur la justice en société. S'il faut pour une omelette sur 200 œufs, casser les 50 qui appartiennent à une personne en se regardant les 50 qui appartiennent à soi, pour une omelette qu'on se servirait à soi sur la table, mais de quels yeux est-on regardé? Comment serait-on fondé à vous croire, à vous porter en sincérité lorsque vous dites oui, détruire, vous dites détruire pour reconstruire, mais que l'on observe que tout ce que vous détruisez, que c'est uniquement, que c'est exclusivement ce qui appartient à vos adversaires politiques, en tout cas ceux qui sont perçus comme tels. Moi, je voudrais bien continuer de faire foi au chef de l'État, parce qu'à la vérité, un État n'existe plus, la République n'existe plus lorsque le citoyen ne se trouve pas en état de faire foi aux institutions de la République. Et donc, le plus grave dans ce débat, ce n'est pas que l'on ait détruit M. Sébastien Adjavon, que l'on détruise Issa Salifou Saleh, que l'on détruise Martin Rodriguez, ce n'est pas le plus grave. C'est que ce faisant, on a réussi à mettre dans l'esprit des citoyens, et surtout des jeunes qui s'intéressent à la politique, que l'État peut instrumentaliser les institutions pour détruire les hommes, pour détruire les hommes politiques. Mais l'État aurait instrumentalisé les institutions, les plus en vue aujourd'hui. Je dis qu'il y a des moyens de le penser. Il y a des moyens de le penser. Il y a des moyens de le penser. Mousso, avec votre mission, on va évoluer dans le fond du sujet. Kasmi Pidjo, on parle quand même d'une somme très faramineuse. 155 milliards pour ce qui est revenu officiellement maintenant des 167 milliards de francs CFA. Et l'homme évolue dans un domaine bien spécifique, l'agroalimentaire. Et lorsqu'on parle de redressement à cette hauteur, le citoyen lambda s'interroge. Donc il y a tant d'argent dans l'agroalimentaire. En tout cas, on veut savoir un peu quels pourraient être les chiffres d'affaires pour que d'abord l'homme n'en soit pas à faire les démarches qui s'imposent. Et on en est arrivé à constater jusque-là qu'il y a eu toute cette protection pour ne pas dévoiler officiellement ce qui se fait jusqu'à présent. Et ensuite, qu'on en soit simplement obligé à passer à ce redressement fiscal. Alors, de votre interrogation, je tire 3 tirets. Et dans ces 3 tirets, je commence par développer. Le premier, si on fait un redressement fiscal de 155 milliards de francs CFA à l'homme d'affaires Sébastien Germain Adjavon, je mets Sébastien Germain Adjavon en dénominateur commun pour ne pas citer donc les entreprises auxquelles on reproche donc ce montant-là. Et donc, désormais, l'homme d'affaires Sébastien Germain Adjavon va payer 155 milliards de francs CFA au cordon fiscal donc du pays. Alors, 155 milliards de francs CFA, c'est sur quel chiffre d'affaires? Qu'on nous clarifie donc le chiffre d'affaires, que le gouvernement nous dise sur la base de quel chiffre d'affaires on a déduit 155 milliards d'impôts à payer et d'amendes. Parce qu'il faut préciser ici, c'est à la fois impôts plus amendes. Alors donc, 155 milliards de francs CFA correspond à quel chiffre d'affaires? Je voudrais rester dans ma logique. Engrange suffisamment de revenus. Je voudrais donc continuer dans cette hypothèse pour dire, en attendant que le gouvernement me donne donc le chiffre d'affaires, je voudrais bien comprendre que ces 155 milliards ne représentent que le 10e. De façon, si je donne une proportion large donc, de ce chiffre d'affaires, ne représente que le 10e donc de ce que l'opérateur lui-même il a fait en termes de chiffre d'affaires. Alors, quand je multiplie 155 par 10, ça me donne 1550 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires réalisé par l'homme d'affaires Sébastien Adjavon dans la période 2014-2017. Vous voulez dire que c'est impossible? Non, je ne viens pas encore à la conclusion. Alors, est-ce que les Béninois, pour 10 millions ou 11 millions de Béninois, ils ont pu consommer de la viande à hauteur de 1550 milliards de francs CFA en 2 ans? Est-ce possible? Ça, c'est l'interrogation auquel chaque Béninois, y compris le chef de l'État, Patrice Guillaume Athanase Talon, va répondre. Est-ce que les Béninois, 10 millions de Béninois, peuvent consommer en 2 ans 1550 milliards de francs CFA de viande? Je dis de viande, ce n'est même pas des céréales.
Non, pourquoi vous lui posez cette question? Non, on sait à répondez, combien ça parce se que vend. Et on sait à combien ça se vend. Donc, ce chiffre, nous connaissons tous le prix du kilogramme au revenu de la viande. Donc, faites le calcul, c'est aussi simple que ça. Nous ne sommes pas dans l'alchimie, nous ne sommes pas ici. Bon, en tout cas, vous avez nous dit ne que sommes c'est pas plus dans des amende. normes dogmatiques de l'Église où on dit ceci c'est comme ça, vous y croyez, vous n'y croyez pas. Tout le monde peut faire le calcul. Au-delà de ça, qui a pu laisser l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon échapper au fisc jusqu'à hauteur de 155 milliards de francs CFA? Donc, ce n'est pas lui en réalité, Sébastien Germain Adjavon, qu'on doit accuser, mais c'est les cadres de l'administration fiscale. C'est les cadres qui n'ont donc pas joué leur rôle. A-t-on aujourd'hui pu mettre sur pied une commission pour remonter l'affaire? Parce qu'il a dit l'administration est sur le plan vertical et sur le plan horizontal. Alors, est-ce qu'on a remonté sur le plan vertical pour voir à quel moment de la gouvernance qui l'a fait? Et je vous rappelle, pour votre information, Monsieur Joël et aux téléspectateurs, le directeur général actuel des impôts était aussi directeur général des impôts en 2014. Le directeur est là et toute l'administration fiscale est encore là au poste. Donc, on peut remonter facilement avec les documents. Troisième tiré, je reviens à Constantin. Et je voudrais partir de son allégorie de l'omelette et de l'œuf. Oui, je suis d'accord. On peut même casser tous les œufs du poulailler. Mais on ne va quand même pas aller chercher l'œuf au sein de la poule. Vous allez tuer la poule. Vous ne pouvez pas aller chercher l'œuf qui se trouve dans les entrailles de la poule sous prétexte que vous voulez manger. C'est la poule aux œufs d'or qu'on veut tuer. Vous voulez tuer la poule aux œufs d'or. Ayez le courage de regarder votre vis-à-vis en face et de lui dire la vérité. Écoute, mon cher, durant les 5 ans de mon mandat, je ne veux pas voir tes pieds par ici disparaître. Sinon, je te fais la peau. Là, on sait qu'il a renvoyé. Il est en exil, comme on le lui a fait lui-même. Mais dans le cas d'espèces, où il a cité au moins 5 cas. 5 cas qui ont eu lieu. On n'a même pas encore inquiété les responsables qui ont laissé passer la fraude. Kasmi Pedjo, dans votre démonstration, le volet technique du dossier, vous ne le voyez pas du tout. Le volet technique du dossier, je ne le vois pas. Je vois plutôt le volet politique de la chose. Parce que le volet technique ne tient pas la route. Constantin, influence un peu votre argument. Même pas. Ils n'ont pas du tout d'argument et ils cherchent partout pour se faire donc justice. Ils sont allés dans les 30 jours, ils sont allés un peu partout, ils ont arrêté l'homme d'affaires avec de la cocaïne pure, encore que les structures chargées donc d'identifier la qualité de la cocaïne ne se sont pas encore prononcées. On a découvert donc des experts ultra modernes qui ont trouvé que c'était de la coke pure et qui ont même évalué la valeur en CFA. Et je crois en son temps, on nous avait parlé de 9 milliards de francs CFA, sans que les experts eux-mêmes ne puissent déposer leur rapport. C'est plus tard, la FBI ou je ne sais pas quelle structure à l'extérieur nous a sorti donc les vraies valeurs. Vous comprenez donc que c'est l'opérateur économique qui est visé. Mais on a voulu passer par ces entreprises pour l'abattre. Ce n'est pas une question donc de patriotisme à l'homme d'affaires Sébastien Germain Adjavon, mais je dis le même scénario, il a cité d'autres opérateurs économiques qui potentiellement pouvaient être des adversaires politiques du chef de l'État actuel, lui-même victime d'un système qu'il a mis sur place. Et donc, créant certainement qu'on vienne à bout donc, de sa gouvernance, a mis sur pied un système pouvant permettre à lui-même de mettre en déroute ses opérateurs économiques. Martin Rodriguez, Sébastien Germain Adjavon, on n'en cite presque plus. Et au-delà de ça, il y a des milliers de Béninois qui ont vu leurs boutiques, leurs affaires détruites, tout simplement parce que justement, le gouvernement n'en voulait pas. Constantin Amonceau, lorsqu'on embouche la trompette de guerre politique et non de dossiers purement techniques, est-ce qu'on n'exagère tout de même pas? Quand on sait que oui, si la logique est de détruire des hommes d'affaires, comme vous l'avez si bien souligné, avec un certain nombre d'arguments, qu'on pourrait revoir dans la mesure du possible, mais on se rend compte que si c'est cette option qu'on fait,
on ne pourra pas permettre à la petite entreprise de prospérer. Or, le chef de l'État a tout intérêt à permettre à la jeunesse de s'épanouir. Et ça, il a aussi maintenu. Et récemment, il a relancé un certain nombre de projets pour la jeunesse. A raison. Moi, Qu'est-ce qui est drôle, Constantin Moussou? Ce sont des faits poignants, tout de même. Je ne peux m'empêcher de rigoler. Parce que vous savez, le discours politique peut exprès se construire dans la dimension de l'hypocrisie. La meilleure expression de l'hypocrisie, c'est une formule que j'aime de Néron qui dit « Nebe inimicus magis complector ». On l'utilise peut-être en français. En français, j'embrasse mon ennemi, mais c'est pour l'étouffer. C'est une des expressions possibles de l'hypocrisie. C'est ce que l'on fait aux jeunes quand on lui fait croire que le gouvernement prend des mesures en sa faveur. C'est ce que l'on fait aux jeunes que l'on appelle dans les rues, que l'on utilise dans le seul métier aujourd'hui prospère pour les jeunes qui consiste à faire de la défense du pacte sur les réseaux sociaux, de leur dire mais c'est là que vous serez bon parce que si jamais vous avez les moyens de vous autonomiser, vous aurez des moyens d'avoir une réflexion autonome, une pensée autonome, disons, de construire une opinion autonome. Le gouvernement serait hypocrite, et il est en réalité, de dire aux jeunes qui prennent des mesures en leur faveur. Je peux prendre deux exemples. Le premier, les jeunes entreprises, les entreprises des primo-entrepreneurs, ce sont quand même des entreprises qui sont sur un terrain où il faut expérimenter, où il faut tenter, où il faut prendre des risques. Par le passé, des mesures fiscales ont consisté à encourager ces mesures en exonérant les nouvelles entreprises promues par des jeunes pendant 2 ans. Cela peut peut-être ne pas prospérer, mais si c'est même 10 entreprises sur 1000 qui arrivaient à prospérer, il faut capitaliser les 10 et tenir de ce que si peut-être il n'y avait pas cette mesure, les 10 n'auraient pas été en mesure de prendre le risque et donc finalement de concrétiser leurs projets sociaux. Aujourd'hui, non seulement ces mesures-là n'existent pas dans les différentes lois de finances, mais plus encore, les impôts, toutes les sortes d'impôts ont été corsés, ont vu leur taux flamber à l'intérieur de l'assiette fiscale qui existait par le passé. C'est une réalité qu'il faut regarder en face. Ensuite, les jeunes gens qui ont fini leur formation à l'université, qui n'ont pas trouvé d'emploi, qui ont commencé avec de petites structures informelles, comme ça a souvent évolué au Bénin, avant de transiter progressivement et devenir formel. C'est eux qu'on est allé dégager, qu'on est allé déguerpir. C'est eux qu'on a balayé de leurs installations sous le prétexte que l'on voulait installer un jardin avec des cailloux aux alentours des rails. Un peu comme si finalement des jardins avec cailloux au bord des rails apportaient plus à un pays que ce que pourrait apporter un citoyen à travers une micro-entreprise qui le nourrit, qui nourrit sa famille, qui le construit progressivement dans son cheminement vers le passage de l'informel au formel. Puis après, pour revenir, il faut simplement constater que d'une part, le fonctionnement du système, dans une certaine mesure, prône un certain ultra-libéralisme qui est nocif de façon générale à tous les citoyens. Mais si on s'en tenait à ça, au moins, on comprendrait que nous avions un gouvernement ultra-libéral. Mais c'est qu'il fait de l'ultra-libéralisme en détruisant le système social de notre pays de façon totale, mais en même temps, il vise par des mesures de rétorsion contre des entreprises qui ont fait prospérité dans le pays, de détruire un opérateur économique, mais derrière lui, de détruire des milliers d'emplois. Et c'est en cela que je dis, il y a un risque. Parce que le risque peut finalement se retourner contre Patrice Talon, de détruire à ce point le système économique et social que le chômage, le taux de chômage grimpe, flambe. Que ce faisant, non seulement ils mettent les citoyens en état de se révolter, de se rebeller contre le pouvoir, mais que plus encore, ils créent dans l'esprit du citoyen que la solution soit Sébastien Adjavon. Parce que vous rappellerez... Parce que vous rappellerez que le chef de l'État, le président Boni-Yayi, sous son régime, avait pu penser faire du mal à Patrice Talon en disant aux jeunes que si seulement il mettait 1% de ses ressources, de sa fortune, il réglerait tous les problèmes du pays.
Et quand les jeunes ont entendu ça, ils se sont dit, donc c'est lui qu'il faut aller voter. Ah oui, si moi j'apprends que Sébastien Adjavon est si riche qu'il doit payer 150 milliards d'impôts, 155 milliards d'impôts, je suis en mesure de penser qu'il a 1000 milliards dans un conteneur. Et alors, moi, j'ai envie que celui-là soit président pour mettre les 1000 milliards à disposition. Voilà. Et donc, l'État en soi a demandé 155 milliards. Et donc, moi, je suis obligé de penser que M. Sébastien Adjavon a 1000 milliards. Mais tous les jeunes béninois ont envie d'avoir comme président quelqu'un qui a 1000 milliards. Tous les jeunes béninois ont envie de travailler avec quelqu'un qui a 1000 milliards. Tous les jeunes béninois ont envie de porter en triomphe un homme qui a 1000 milliards, c'est une vérité. C'est une vérité d'autant plus claire que dans notre contexte politique, personne n'a envie de voter pour un candidat qui est pauvre. Et donc, si M. Sébastien Adjavon a 1000 milliards, je pense qu'il vaut mieux que ce soit le prochain président de la République. Constantin Ramousseau, dans sa logique. Kaspi Pedjo, 155 milliards avec des impacts certains. Mais ceci, comme le disait tout à l'heure Constantin, a-t-il vraiment un lien avec la question de l'emploi des jeunes? C'est à Sébastien Adjavon qu'on demande de payer 155 milliards. Bien sûr. Et avant que je ne réponde à votre question, permettez quand même que je rebondisse sur ce que Constantin a dit. Pour dire, je suis d'accord avec lui et je peux certifier que Sébastien Adjavon à 1000 milliards, parce que quand j'ai fait la démonstration du 10e, quand on le multiplie, ça fait quand même 550 milliards. Non, ne faites pas de l'ironie, s'il vous plaît. Ce n'est pas de l'ironie. Ce sujet sérieux. Pas de l'ironie. En fait, c'est le gouvernement qui le dit. C'est le gouvernement qui le dit. Et moi, je me mets dans les pas du gouvernement pour dire l'homme d'affaires Sébastien Adjavon à 1500 et quelques milliards. Ça veut dire que nous n'avons pas voté pour la personne qui a le conteneur. Le conteneur. Et nous avons compris, quand l'homme qui a le conteneur est venu, la première décision en Conseil des ministres qu'il a prise, c'est 19 milliards qui s'est arrogé lui-même, parce qu'à l'époque, il était encore président du conseil d'administration de ces entreprises. Et donc, Patrice Talon a signé en Conseil des ministres l'acte qui octroie 19 milliards à ces sociétés. Donc, il n'avait pas les 1000 milliards, il n'avait pas le 10e de ce que Boni Yahi, son directeur de campagne, avait dit en son temps. Et donc, je continue dans cette logique pour dire, si Sébastien Adjavon n'avait pas les 1000 milliards, c'est que nous avons 500 entreprises. 500 entreprises qui sont enregistrées sur le registre de sociétés anonymes ou de holding au Bénin. 500 entreprises. Grosses entreprises, c'est-à-dire, c'est des entreprises qui ont plus de 500 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires qui sont dans le pays. Ces 500 entreprises-là, Patrice Talon veut-il me dire, ou le ministre de l'économie et des finances, président du groupe de travail fiscalité, veut-il me dire aujourd'hui que ces 500 entreprises sont également loyales? Les entreprises donc sont loyales devant le fisc? Ce n'est pas évident. Et lui-même, Patrice Talon, ses amis, ses copains, puisqu'il a dit qu'il ne peut pas détruire ses copains étant président de la République, dites-moi, les entreprises auxquelles son allié d'hier ou d'aujourd'hui, Olivier Bokor, est-il président du conseil d'administration, ces entreprises ont-ils payé leurs impôts? Si oui, sortez-nous les documents. Sortez-nous les documents. Et ils ont payé combien? Et puis, s'ils sont les plus cotés au niveau donc, du pays en termes de fortune, sortez-nous les documents et on va voir s'il y a au pays une entreprise qui a pu payer 155 milliards au cours du biennal 2014-2017. On va voir. Au-delà de ça, on nous a dit en son temps que Sébastien Adjavon n'était pas le premier contributeur. Ils nous ont sorti la liste de ces 500 entreprises qui sont devant, donc, qui ont un chiffre d'affaires de plus de 500 milliards, comme je l'ai dit tantôt. Alors, faites le redressement fiscal, ou bien, si ces entreprises payaient au moins 100 milliards de francs CFA en 2 ans, nous avons environ 50 000 milliards. Patrice Talon n'a plus besoin d'un copec pour réussir son mandat de moins de 10 000 milliards. Donc je crois que Patrice Talon a trouvé aujourd'hui le mécanisme par lequel il peut autofinancer son programme d'action du gouvernement. La conclusion de votre démarche? La conclusion de ma démarche, c'est qu'il y a du mensonge, il y a de la politique et il y a de la duperie au sein de l'État. Et moi, je crois qu'il faut cesser avec. Et pour terminer avec votre question, le Bénin, les opérateurs économiques du Bénin, le monde des jeunes qui veulent l'emploi ou qui ont déjà d'emploi ne veulent pas de cette tension-là. Ce que le chef de l'État est en train de faire, ou fait faire,
Je préfère le dire ainsi parce que ce n'est pas lui-même qui est aux commandes, c'est son ministre qui est donc en train d'agir, mais certainement qu'il est au courant. Ce qu'ils sont en train de faire n'arrange pas le climat des affaires au Bénin. Et quand ils font ça, le résultat, c'est ce que nous avons vu à travers la Banque islamique de développement qui est venue retirer sa mise des trésors publics. Ça a qui a rien renoncé. avec la gouvernance Talon? Oui, parce que c'est les projets annulés du FNM qui ont donné, il y a un an, qui ont donné le résultat que nous avons aujourd'hui. Les projets à financer au niveau donc, du Fonds national de la microfinance que le chef de l'État a annulé, ou du moins ça a mis sous boisseau, sous prétexte qu'on va d'abord auditer donc, les comptes du FNM. Et quand ils ont fini, le partenaire, ils n'ont pas respecté, l'État béninois n'a pas respecté le chronogramme. Au-delà de ça, ça fait 30 milliards qui ont été retirés, plus les 96 milliards donc, du ministère de l'enseignement supérieur. Nous sommes au-delà de 115 milliards de francs CFA que la Banque islamique ne dites pas que pendant que le Bénin est en quête de financement, il en paie davantage chaque jour. Nous avons perdu. Constantin Amoussou, vous permettez, je reviens à notre sujet, est-ce à dire que le chef de l'État a tout intérêt à revoir sa copie avec son allié d'entre les deux tours, où salue encore les dégâts, comme semble le souligner l'analyste économique? Non, mais il a le choix selon ses objectifs. Si son objectif est de faire en sorte que Sébastien Adjavon, coûte que coûte, lui succède, il n'aura d'autre moyen de faire que de le détruire, que de chercher à le détruire. Parce que ce faisant, aussi sûrement que c'est arrivé à lui-même, il aura créé dans l'esprit du citoyen béninois que d'une part, Sébastien Adjavon est sa victime et qu'il vaut mieux le sécuriser en le portant en triomphe. Vous ne faites pas un mauvais décryptage. Quand on sait, que le chef de l'État a vécu tout ce qu'il a vécu en termes de péripéties, comment peut-il commettre des impairs? Oui, on se demanderait aussi. Mais la vérité, c'est que le chef de l'État pense qu'il est plus malin que celui qui lui a précédé. Et de penser que l'autre n'a pas été au bout de la perfidie. Donc, lui, il mettrait en œuvre sa stratégie de destruction et qui irait au bout à telle enseigne que non seulement il l'aurait détruit, mais il trouverait également les moyens de l'empêcher d'être candidat. Mais il n'a pas toutes les clés. Il n'a pas toutes les clés. Parce que, comme dirait la parole de foi, Saketedia Yakou Saketedia. On dit, l'armée de ça est grande, mais l'armée de Yakou n'est pas petite non plus. Saketedia Yakou Saketedia, qu'il sache et qu'il laissera à l'esprit, parce que toutes les clés ne sont pas entre ses mains. Et ça, il va le découvrir. Et ça, il va le voir. Et c'est de cela qu'il doit prendre conscience, en sachant qu'il a déjà créé dans l'esprit des Béninois que Sébastien Adjavon est immensément riche. C'est une vérité tellement riche que lui, il a besoin de le détruire. C'est une vérité aujourd'hui dans l'esprit de tous les Béninois, y compris de la vendeuse de tomates dans le marché d'Antokpa. Ensuite, il crée dans l'esprit du citoyen béninois que lui, il est venu pour faire ses affaires au détriment de tous les autres citoyens du Bénin, et en particulier de tous ceux qui même l'ont porté à prendre le pouvoir. Vous savez quoi? La parole sacrée dit qu'il arrive un chef sur lequel la corde vous tient pas devant. Et tandis que vous vous plaignez, il arrive le second sous l'empire duquel ça vous tient pas derrière. On a dénoncé les stratégies, les plans mis en œuvre par le défunt régime quand il est rentré en conflit avec Patrice Talon d'une part, Sébastien Adjavon de l'autre. Et c'est tout cela qui a concouru à créer cette convergence d'énergie dans la dynamique de se dire, quoi qu'il arrive, le plus important, c'est de défaire de ce régime. Les personnes qui sont avec le chef de l'État aujourd'hui, qui sont obligées de se tenir à elle, parce que, à se tenir à lui, de s'affilier à lui, parce qu'ils savent qu'il compte, parce qu'il a la force, mais ne le font pas tant parce que dans leur cœur, ils le portent, mais parce qu'ils savent qu'il a la possibilité de vous détruire et qu'il détruit les gens. Mais ils savent aussi, ils ont vu aussi que toutes les personnes qu'il a embrassées, il les a étouffées. Parce qu'ils ont tous vu qu'il a embrassé Sébastien Adjavon et qu'il a étouffé. Qu'il a embrassé Rodriguez Martin et qu'il a étouffé. Parce qu'ils ont tous vu qu'il a embrassé Patrice Yaïboni par le passé et qu'il a étouffé. Parce qu'ils ont vu que même dans le passé, dans un passé récent, ces personnes qui sont ses associés aujourd'hui, je ne vais pas citer des noms, qui sont avec lui aujourd'hui, qui le savent, avaient été étouffés par lui hier, qui savent que c'est l'étouffement qui les atteint, que c'est pour ne pas succomber à cela. Et donc, sur quoi avez-vous envie de conclure très rapidement? Conclure en disant au chef de l'État, en rappelant au chef de l'État
qu'il y a une distinction et qu'il doit le savoir entre les deux notions du pouvoir sublime et du pouvoir horrible qui gouverne la science politique. C'est-à-dire le pouvoir qu'en allemand on appelle le Macht Akepikba et le pouvoir qu'on appellerait le Rechtschaff Akepikba. S'il prend le pari d'être un chef d'État horrible, c'est-à-dire un chef d'État qui détruit, portant le pouvoir horrible comme la possibilité de nuire, il aura pris le pari de rentrer dans l'histoire par la petite porte. Et peut-être, au lieu d'être porté en triomphe, de devenir le chef d'État qui sera hué, conspué. C'est à cela que je l'appelle. C'est de cela que je l'appelle à prendre conscience et à agir conséquemment. Merci Constantin Amoussou, Kazmi Pedjo. Le temps est complètement terminé par ici. Fondamentalement, sur quoi aimeriez-vous conclure? L'homme d'affaires Sébastien Germain Adjavon, si le gouvernement continue avec sa menace sur cette société, aura payé 14% du budget général de l'État. Ce n'est pas fameux. Un opérateur économique, un Béninois, sur les 11 millions que nous avons, aura payé 14% du budget. Vous imaginez si tous les Béninois avaient la puissance de payer 14%, vous voyez ce que ça représente. Et donc, il faut le promouvoir. Le verre à moitié plein. Je dirais donc au chef de l'État, au gouvernement, à tout le système, que 14% de leur budget sera payé par un seul Béninois. Il y a un adage, il y a une sagesse chez moi qui dit il faut tenir également compte de ces aspects de la vie, parce que vous ne pouvez pas aller chercher les œufs dans les entrailles de la poule aux œufs d'or. Quand la poule sera décédée, il n'y aura plus d'omelette, il n'y aura plus rien. Et donc, que faut soit rester à la loi. Merci Kazmi Pedjo, merci à vous Constantin Amoussou. La poule aux œufs d'or, on espère, ne mourra pas. La raison va prévaloir surtout. Nous allons à présent, mesdames, messieurs, clôturer cette émission et ce sera sur cette note de positivité. Une citation du poète français Stanislas de Boufflers. Je le cite: « Il n'est ni verrou ni barreau à l'épreuve de la lime ou de l'acide, comme il n'est si épaisse muraille que la persévérance et l'assiduité ne viennent à bout de mirer ou de percer. » Mesdames, messieurs, en dépit des épreuves, soyez toujours combatifs. Jamais ne baissez la garde. À demain pour un autre numéro de 100% BD. À très vite.